je pars au Japon, je fais la meilleure école de ramen du monde, je reviens et j'ouvre Neko Ramen. J'ai fait une école de commerce entre guillemets prestigieuse, tu termines cuistot, évidemment, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'est-ce que tu fais. Et le soir, parfois, j'avais moins de clients que d'employés en service. En juin 2018, il y a plusieurs médecins qui me diagnostiquent avec quelque chose de pas très sympathique. J'arrivais au restaurant à 5h du matin, je partais du restaurant à minuit. On m'a traité de connard sur Google, j'ai répondu, et maintenant le gars vient 3 fois par semaine. T'as pas le choix, t'es obligé de réussir, parce que sinon tu fais quoi? Tu crèves, tu vois. Donc je me retrouve torse nu dans ma cuisine, avec un couteau comme ça. À l'ancienne. À l'ancienne, parce qu'il fallait couper des tranches de porc. Et tu vois, à l'époque, on est 18, j'ai pas de trésor, je sais pas quoi faire, quoi. Donc c'était très très dur. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous Vision. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur particulièrement atypique parce que c'est un serial entrepreneur qui avait monté pas mal d'entreprises avant, mais qui a eu l'idée audacieuse de se lancer dans la restauration et d'ouvrir 1, puis 2, puis 3 restaurants, alors même qu'il n'avait jamais ni travaillé, ni géré un restaurant dans le passé. Il va nous raconter son histoire, il va nous partager cette expérience et ce très grand succès, parce que c'est un très grand succès. Vous êtes sur Vision. Vision ne reçoit pas des entrepreneurs parce qu'ils sont connus, mais parce que leurs histoires méritent de l'être. Je reçois Cédric Alani. Cédric, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravi de t'avoir. Ah, merci Karl, c'est moi qui suis ravi. Alors je crois qu'on peut le dire, si tu es d'accord, on se connaît depuis très longtemps. Ouais. C'est qu'on s'est connus quand on avait 20 ans. Après, on s'est séparés, c'est-à-dire que je suis parti à l'étranger. Non pas le hasard, mais on a un ami en commun avec qui j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps, qui m'a raconté ton histoire et que j'ai trouvé tellement inspirante que je me suis dit il faut absolument qu'il vienne la raconter ici. C'est très gentil, merci beaucoup. Tu as donc lancé Neko Ramen en janvier 2020. Oui, tout à fait. 2 mois avant Ouais. Donc c'est un très bon timing quand on lance une boîte dans la restauration en janvier 2020. Et attends, c'était pire que ça, parce qu'au début, c'était les plus grandes grèves de France, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des grèves partout. Et donc du coup, à midi, on marchait très fort, mais le soir, parfois, j'avais moins de clients que d'employés en service. C'était horrible. Et dans ces cas-là, tu ne sais pas si c'est parce que tu t'es trompé d'emplacement ou si c'est à cause des grèves. Et donc pendant très longtemps, ça marchait très fort à midi, mais on avait 7-8 clients le soir, et tu ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, tu en as 3. Donc tu es à Paris pour l'instant. Tu vas nous parler aussi de ton ambition, parce que je crois que tu projettes de t'internationaliser. Neko Ramen, Neko Ramen Green, Neko Ramen Red. Alors, pourquoi les ramen? Après, tu vas nous expliquer comment tu as eu cette idée folle de te lancer dans la restauration. Mais pourquoi les ramen et pourquoi ce lien très fort que tu as avec le Japon? Ah, d'accord. Alors, depuis que j'ai 6 ans, je suis passionné par la cuisine japonaise et ça s'est passé comme ça. Première fois qu'on m'emmène au restaurant, c'est pour mon anniversaire et mes parents m'emmènent dans un restaurant japonais. C'est un restaurant où on fait la nourriture devant soi. Le teppanyaki? Exactement. Et donc, non seulement il y a le chef qui est un acteur de théâtre, un peu comme au cinéma ou bien à l'opéra, tu vois, mais en plus il y a des flammes, il y a des goûts incroyables, il y a des ingrédients incroyables. Donc j'étais directement tombé amoureux de ça. Et dès que j'ai pu partir, je suis parti au Japon, je suis revenu, etc. Et à partir d'un certain temps, pour plein de raisons, j'ai dû me poser la question de savoir qu'est-ce que je voulais faire vraiment dans la vie. Et donc du coup, moi, le meilleur plat du monde, et je continue à penser que c'est le meilleur plat du monde, c'est les ramen. C'est bon, pas cher, copieux. Dans chacun de mes ramen, moi j'ai 3 ramen, dans chacun il y a 150 ingrédients, donc tu peux faire... 150 ingrédients. Ouais. Et ça prend 1 mois à faire. Pour pouvoir faire un bon ramen, tu dois prendre 1 mois pour le faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent macérer, qui prennent du temps, etc. Et donc du coup, pour un chef, c'est génial, parce que tu peux vraiment exprimer ta créativité. Et donc du coup, je pars au Japon, je fais la meilleure école de ramen du monde, je reviens et j'ouvre Neko Ramen. Et 2 mois après, Covid. Non mais en plus la blague, c'est que j'étais en train de servir des clientes, c'était un samedi soir, je me souviens très bien, et il devait être, je sais pas, 10h, 11h, et je sers 2 clientes qui étaient déjà des habitués, et qui me dit, vous savez que ce soir vous fermez. Je dis, oui, on va fermer vers minuit, 1h, on verra bien, quoi. Tant qu'il y aura des clients, on reste ouvert, quoi. Elle me dit, non, mais demain, vous êtes fermé. Ah non, madame, je vous assure, même s'il faut être là à 6h du matin, alors que même si je serai ouvert, vous en faites pas, on sera là. Non, monsieur, en fait, vous êtes fermé. Et donc, j'avais pas... Voilà. La morale, c'est qu'un patron de restaurant n'a pas le temps de regarder les informations. Ah oui, non, mais à cette époque-là, c'était fou. Et pendant le Covid, c'était pire. Alors, on va revenir sur le lancement, mais moi, ce qui m'intéresse dans Vision surtout, c'est la genèse et le déclencheur, c'est pour ça que ça s'appelle Vision, justement, c'est que tu nous racontes comment ça s'est passé. Parce que je rappelle, tu n'as jamais eu de restaurant, tu n'as jamais géré de restaurant. Tu viens du monde du média, de la vidéo. Tu as eu plusieurs expériences entrepreneuriales. Donc là, tu as 49 ans aujourd'hui. Donc tu avais 45 balais grosso modo en 2020.
comment ça se passe le moment où tu te dis tiens, je vais ouvrir un restaurant tout court et un restaurant de ramen? Comment ça se passe qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, en 2018, en juin 2018, il y a il y a plusieurs médecins qui me diagnostiquent avec quelque chose de pas très sympathique, qui n'ira pas en s'améliorant. Bonne nouvelle, je pense qu'ils ont un peu exagéré parce que je suis encore là et ça va. Mais donc il y a un moment où on est obligé de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire vraiment, enfin ce qu'on veut faire dans la vie. J'avais d'abord, comme tu l'as dit, une boîte d'audiovisuel, parce que j'ai fait une école de cinéma, enfin j'ai fait une école de commerce et après une école de cinéma. Et donc j'avais une boîte de prod où je faisais des bonus pour les DVD. C'était génial, j'adorais faire ça. Moi, je t'ai connu à cette époque. Exactement, c'est vraiment super. Évidemment, avec le piratage, le streaming, bon, il n'y a plus beaucoup de choses comme ça. Après, j'ai eu une boîte de tourisme, donc une boîte digitale pour les touristes. Et donc, c'était le fait d'apporter le vrai Paris des Parisiens pour les touristes qui viennent à Paris, qui a bien marché, mais qui marchotait. Et à partir du moment où on m'a dit, bon, il faut que vous posiez, enfin maintenant, il reste X temps, il faut que vous posiez des questions, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime vraiment faire si c'est bientôt, qu'est-ce qu'il faut faire? Et depuis que j'ai 6 ans, j'ai toujours fait de la cuisine, japonaise, j'ai toujours partagé avec mes amis dès que je pouvais. Et donc du coup, je suis parti au Japon, j'ai tout arrêté. Parti au Japon, école de cuisine. Il a fallu que je milite très fort parce que ces écoles de cuisine, ils prennent 6 personnes par an, donc c'est pas beaucoup. Comment t'as fait? En fait, depuis des années, je suivais quelqu'un qui est maintenant mon meilleur ami là-bas, qui s'appelle Brian et qui avait un blog qui s'appelle Ramen Adventure et qui avait un blog des meilleurs ramen au Japon. Et on échangeait. Il est très copain avec mon prof. Et donc, du coup, il m'a un peu pistonné pour rentrer là-bas. Et voilà. Ils acceptent des étrangers ou c'est que réservé normalement aux Japonais? Ils font des exceptions? Parce que 6 personnes, c'est très peu. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, ils acceptent tout le monde. Et c'est la femme du prof qui traduit. Pour te dire, et c'est marrant parce que c'est... Donc, mon prof, que je vois tous les ans à chaque fois que je pars au Japon, on échange ensemble. Tu parles japonais? Très mal. Je parle japonais comme un gamin de 3-4 ans, donc il ne faut pas trop me lancer là-dessus. Moi, je sais dire Watashi wa Furotsujin desu. Eh ben, tu y es presque quand même. Furotsujin desu. Furotsujin, ok, tout de suite, ça commence. Tu y es presque. Tu y es presque. Et donc pour te dire, mon prof, qui est une sommité, qui a lancé des gens qui ont des ramen étoilés là-bas, qui ont des chaînes de ramen incroyables, etc. Lui, c'est, quand tu vas dans son resto, c'est musique des années 50, il a toujours sa Harley Davidson, son truc en cuir, il a son petit chapeau, son machin, son ramen, c'est une claque dans la gueule. Ça va avec le personnage. Moi, c'est un truc qui est un peu plus délicat, qui est un peu plus recherché, etc. Et quand tu vas chez un autre chef ramen, ça va être encore autre chose, etc. Je pense que les ramen, ce qui est cool, c'est que ça suit vraiment la personnalité des personnes. On y met son identité, le chef y met son identité. Bon, on reviendra sur les 150 ingrédients, alors on va pas tous les faire, mais c'est impressionnant, 150 ingrédients. Donc attends, il me semble que tu étais en train de jouer à un jeu vidéo avec un pote. Raconte-moi cette anecdote-là. Okay. Donc, je suis avec quelqu'un. Tu joues à quoi? Je suis à Tekken? Non. Je joue à un jeu japonais où tout est en japonais à l'écran, qui est une espèce de Monopoly où le but du jeu, c'est vraiment de faire des horreurs à ses potes. Parce qu'on les rachète sans qu'ils le souhaitent. Bon. C'est un Monopoly qui n'est que en japonais. Donc on comprend rien à ce qu'il y a à l'écran. C'est génial, un jeu où on comprend rien. On comprend rien, mais heureusement j'ai un pote japonais. Qui te traduit tout. Qui traduit tout. Au début, c'était pas très sympa, on l'appelait Translator. C'est pas très sympa, mais avec le temps, évidemment, on est toujours très copains, on se voit tout le temps, etc. Et donc du coup, à un moment, cet ami m'a dit, écoute, moi je travaille dans la restauration, dans des restaurants de ramen à Paris, plutôt rue Sainte-Anne. J'aimerais bien monter ma propre affaire, etc. Je lui ai dit, écoute, moi ça tombe bien, je rêve d'être chef cuisine, montons un truc ensemble. Et vraiment, on était vraiment à fond tous les deux. Et 2 semaines avant de signer le bail, il m'a dit, écoute Cédric, je suis vraiment désolé, mais ça me fait un peu peur, je préfère ne pas continuer l'aventure. Je lui ai dit, écoute, il n'y a aucun souci. Moi, je vais continuer parce que c'est le rêve d'une vie, donc c'est comme ça, et on s'entend toujours très bien. Pourquoi tu envisageais de t'associer avec lui? Parce que dans ma tête, j'étais vraiment cuistot. Et j'avais jamais travaillé dans un restaurant. T'as un mec pour gérer ce qu'on appelle le front of house, donc du coup la salle, nous ce qu'on appelle la salle chez Neko Ramen. Et d'ailleurs, quand je suis revenu du Japon, j'ai engagé quelqu'un qui était un directeur de restaurant qui s'occupait de la salle. Ton fonds de commerce, là, tu l'as racheté ou tu l'as fabriqué? Ouais, une très bonne question. Pour le premier, je l'ai racheté et j'ai eu beaucoup de chance. Parce que, en fait, je l'ai racheté, moi j'avais pas beaucoup d'argent, et je l'ai racheté à un prix très bas, comparé à ce qu'il valait.
Déjà, c'était pas du tout un endroit de ramen. Depuis, il y a eu 6 ramen qui sont ouverts dans le coin. C'est dans le 9e, le premier, c'est ça? Exactement, à côté des grands boulevards. C'est rue Saint-Didier ou... Non, attends. Rue de la Grange Batelière. Pardon, aucun rapport, excuse-moi. Aucun souci. Et il n'y avait aucun restaurant de ramen. Maintenant, je crois qu'il y en a au moins une dizaine, mais je crois qu'il y en a eu 10 et il y en a 4 qui sont... Donc bref. Donc c'était pas un coin sûr. Ensuite, autre coup de peau, donc du coup, pour les ramen, c'était bien, mais un peu dangereux, quoi. C'était pas sûr. La personne qui vendait, je pense qu'il en avait un peu marre. C'est un métier qui est un peu dur, la restauration. Et donc je pense que ça faisait trop longtemps qu'il en avait un peu marre. Donc au lieu de le vendre au bon prix, il voulait le vendre vite, et donc il l'a vendu à un bon prix. Et donc du coup, j'ai acheté fonds de commerce. Tout seul? Le premier. Mais le deuxième, Neko Ramen Green, sans fonds de commerce, parce que c'était un ancien restaurant japonais qui a fait faillite. Et le troisième, Neko Ramen Red, c'était également sans fonds de commerce, parce que c'était un vendeur de piano qui a fait faillite. Donc juste pour info, c'est important de le dire, tu fais 1500 couverts jour, 1000 pour le premier, 300 et 200, c'est ça? J'aime pas trop en parler, mais ouais. Bah, c'est un très beau résultat. Oui, mais... Alors, c'est vrai, mais juste, il faudra toujours, et c'est le cas maintenant, il faudra toujours que ça reste, un petit restaurant de quartier qui accueille les gens et qui fait des ramen avec amour. Et on n'est pas une industrie, on n'est pas une machine à faire des ramen. On est des petits artisans de quartier. Cédric, on est sur un rendez-vous et un média pour parler d'entrepreneuriat. Donc, j'ai compris qu'il y avait une identité propre à chacun des ramen, mais ça reste un ramen. Je veux dire, tu n'as pas inventé un missile nucléaire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tous les jours, parce qu'Alexandre m'a dit ça, 50 mètres de queue, à partir de midi, tu as 50 mètres de queue tous les jours? C'est pour ça que tu fais ce nombre de couverts. Qu'est-ce qui fait que ton concept, ton ramen, ton produit, c'est quoi la clé de ce succès-là? Parce que c'est quand même compétitif, il y en a beaucoup. Alors tu me dis, il y en a un peu qui se sont pété la gueule, mais ça reste, on en trouve plusieurs. D'ailleurs, on a commandé un Neko Ramen qui arrive, donc on va pouvoir Toi, tu les connais par cœur, mais moi, je les ai commandés aussi, j'ai goûté avant. Mais tu vas pouvoir me commenter un peu ce qu'on a dedans. Mais c'est quoi la clé du succès? Qu'est-ce qui fait que, dans ce restaurant-là, alors qu'on pourrait aller à 500 mètres et qu'il y en a peut-être un autre, là, tu as 50 mètres de queue tous les jours? Alors, à nouveau, très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais si on reste sur le ramen pur, sur vraiment la cuisine... Attends, je fais une parenthèse. D'ailleurs, ça ne fait pas que des ramen. Tu fais aussi des currys, des gyoza, il y a plus... Bien sûr, mais on fait plus de la moitié, c'est des ramen. Et en fait, si on reprend un tout petit peu rapidement l'histoire des ramen, c'est un plat qui, à l'origine, est un plat chinois. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais crevaient la dalle, parce qu'évidemment, ils n'ont pas de la guerre. Et donc, ils ont trouvé ce plat qui était bon, pas cher et copieux. Et ils en ont fait le plat national. Il y a 8000 restaurants de ramen à Tokyo. Il faut vous dire qu'il y a 13 000 restaurants à Paris. Il y a 8000 restaurants de ramen qu'à Tokyo. Donc il y en a partout. Il y en a dans n'importe quelle rue, il y a 3 restaurants de ramen. Les ramen dans les années 50-60, quand ça a vraiment explosé, c'est un plat un peu basique, un peu simple. Et dans les années 90-2000, certains grands chefs, dont mon prof, se sont dit « Ok, c'est le plat le plus populaire du Japon, on va le rendre beaucoup plus gourmet, si tu veux, beaucoup plus On va le gastronomiser. » Exactement. On va prendre des ingrédients incroyables, etc. Et moi, c'est ce que je souhaite apporter. Et ça, il n'y en a pas ou il y en a peu à Paris. La qualité, on en revient toujours à la qualité. Oui, mais c'est pas... C'est-à-dire que quand tu vas manger dans un ramen traditionnel dans rue Sainte-Anne, on va dire, sans en nommer aucun, ça reste pas mauvais. C'est juste... C'est autre chose. Alors, je tiens à préciser que tu n'as pas sponsorisé cette vidéo, tu ne fais pas la promotion de cette vidéo. Je le dis en tant que consommateur, moi j'en ai essayé ici à Paris, je pense 15, des ramen différents, en vrai. Le tien est extraordinaire parce que je pense que la base du ramen, c'est le bouillon. Je pense que c'est ça. Bon, tes produits sont de très bonne qualité, tu vas nous en parler, parce qu'en plus tu as un concept, ou en tout cas une philosophie très propre pour tes fournisseurs. C'est du bio? Tout est bio. Ouais. Tout est bio. Mais donc tu as des produits de qualité, mais le bouillon est extraordinaire. Parce qu'en fait, ça ne reste entre guillemets que des nouilles. Alors il y a un œuf, etc. Mais les nouilles sont très très bonnes, parce que c'est des nouilles de blé bio, fraîches, etc. Mais le bouillon est fantastique. Et je pense en vrai que les yeux fermés, je pourrais faire la différence. Donc c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que il y a ramen et ramen. C'est-à-dire en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas magnifier ton produit pour le rendre avec une identité très forte et en avoir finalement, on vient dans ton restaurant parce qu'on va retrouver cette identité et ce goût, c'est ça? C'est ce que j'essaie de faire. Mais il faut dire aussi que les ramen dont on parle au Japon,
c'est moins de 10% des ramen. Donc quand tu vas manger dans un restaurant de ramen au Japon, tu as 90% de chances de tomber sur un truc un peu basique, quoi. Mais comme quand tu vas manger dans une brasserie à Paris, la plupart des brasseries ne sont pas incroyables. Moi, ce que j'ai à faire, c'est vraiment d'apporter le meilleur ramen possible, en fait. C'est ce que je peux faire de mieux. Et tu penses que c'est pour ça que ça a fonctionné? Je pense qu'il y a d'autres facteurs. Il y a un facteur prix. Pour moi, un ramen, c'est pas cher. Quand tu vas manger un très bon ramen à Tokyo, c'est 10 balles. Et là, tu es à quoi? 10 balles. On est à 10 Mon premier ramen, il y a 10 balles. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que pendant très longtemps, j'étais à 9,50 €. Mais avec les prix tous les prix qui ont augmenté, l'énergie, je suis obligé d'être à 10 balles. Tu aurais pu faire 9,99, oui. Mais peut-être que je ne vais pas descendre à 9,90, mais bon, voilà. En tout cas, quand j'en ai passé à 10, ça m'a fait un peu mal au cœur. Donc, je pense qu'il y a un facteur prix. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent souvent parce que... Tu as des habitués? Ah, mais il y a des gens, il y a quelqu'un qui... Vient tous les jours. Pendant tout le Covid, il est venu tous les jours, littéralement. Le samedi-dimanche, parce qu'il travaille en face. Le samedi-dimanche, il ramenait ses copains. Et donc, du coup, je le voyais tous les jours. Pendant tout le Covid, je l'ai vu tous les jours. Et la blague, c'est qu'après, il a déménagé dans rue de Paradis. 2 mois après, je voyais New Roman Green en face de son bureau. Je le revois tous les jours. C'est incroyable. Donc, il y a des gens que je vois tous les jours. Et qui commandent toujours la même chose ou... Alors, lui, ça dépend de est-ce qu'il va au sport ou pas, pour être très honnête. Il y a des moments où il prend tel plat et il y a des moments où il prend tel plat. Il vaut mieux manger le ramen après le sport qu'avant le sport, parce qu'on est, a priori... Mais tu vois, il y a des moments où il prend tel ou tel ramen en fonction de est-ce qu'il a envie d'être un peu stock ou pas, quoi. Où est-ce que tu te fournis? Ça aussi, c'est important. Je crois que tu as une volonté d'un rayon proche de Paris. Explique-moi un peu comment tu te fournis. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est, je pense que c'est très important d'avoir le vrai goût du Japon. Et donc, du coup, tous les produits japonais viennent directement du Japon, ne pose pas de questions. Et après, pour plein de raisons... C'est quoi les produits japonais? La sauce soja, le mirin, le saké, tous ces produits-là. Le panko, tout ça, ça vient directement du Japon. Donc, on les trouve dans le supermarché du coin? Alors, c'est pas du tout le même goût. D'accord. Et au supermarché du coin, tu as un certain nombre tu as un choix qui est assez limité. Moi, étant donné que je me sers directement au Japon, j'ai tout le choix que je veux. Et puis la sauce soja, tu vois, typiquement, dans... La kikonam ou je sais pas quoi, la sauce noire avec le bouchon rouge, la kikonam ou kinomam ou je sais pas quoi. Moi, je juge pas les autres, mais... C'est pas de la sauce soja, quoi. Ouais. Si. Et il y a plein de choses il y a plein de gens qui font des choses bien. Et je pense que de toute manière, s'ils ont eu un tel succès, parce que c'est une sauce qui est très populaire, c'est qu'ils ont dû faire quelque chose de bien. C'est juste que je prends pas celle-là, mais j'en prends 15 des sauces soja pour faire un ramen. Et tu deals directement avec le fournisseur au Japon ou tu passes par un importateur? Non, je deal directement avec le fournisseur au Japon. À chaque fois que je vais au Japon, je trouve de nouveaux fournisseurs, je teste, etc. Mon prof et sa femme me font des petits tests, etc. Et sinon, pour les produits frais, c'est à moins de 100 km de Paris. Donc il faut que ce soit bio, pour 99% des choses, parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas en bio. Fermier, parce que je ne supporte pas l'idée d'avoir des animaux en cage, c'est pas possible. Et donc local, ce qu'on appelle locavore, donc à moins de 100 km. Tu communiques là-dessus, sur ce que tu viens de me dire. Donc c'est une conviction qui t'est propre, qui finalement, je pense, nourrit aussi l'identité de ton produit. Mais est-ce que tu communiques dessus? Est-ce que tu capitaliserais d'un point de vue strictement communicatif et entrepreneurial là-dessus? À nouveau, très bonne question. Je pense que je ne fais pas suffisamment d'efforts là-dessus. Je l'ai mis sur la carte, mais en tout petit. Déjà, une carte dans un restaurant, je ne lis pas tout, alors j'imagine que les petits trucs en dessous, personne ne les lit. Mais voilà, tu as raison, il faudrait que j'en parle plus. Enfin, ça n'empêche pas d'être plein tous les jours, mais c'est important. Je pense que de plus en plus de gens, en particulier à Paris, mais pas que d'ailleurs, sont très sensibles à la cause animale, puis au fait de se nourrir proprement, des produits le moins transformés possible. Mais alors ça, je pense que c'est une chance que j'ai, c'est que je suis assez en phase avec je suis vraiment un type tout à fait normal. Et donc du coup, je suis assez en phase avec ce que les gens aiment. Il y a 10 ans, je ne me serais pas posé la question de savoir si c'est locavore, si c'est bio, etc. Et là, c'est vrai que naturellement, pour plein de raisons, ça m'importe. Et en fait, ça importe possible plus aux gens. C'est-à-dire que je suis complètement un type tout à fait normal qui suit les modes, en fait, ou qui suit les pensées un peu classiques. Donc, tu ouvres ton premier restaurant dans le 9e, tu ouvres le deuxième, c'est le Green, le deuxième? Au bout de combien de temps? Au bout de 2 ans, je crois. Au bout de 2 ans. Mais c'était, en fait, ce qui était très dur, c'est que, donc, tu ouvres, déjà, je te dis, les grèves, tu ne sais pas si tu es dans un bon endroit ou pas. À partir de février-mars, ça commence à vraiment décoller et tu commences à avoir beaucoup de clients. En tout cas, pour l'époque. On ferme. Et donc, quand tu fermes, tu ne sais pas quoi faire. Moi, je n'ai pas de trésor, j'ai des employés. Je crois qu'on était 18 employés. Là, vous êtes 100, tu as 100 collaborateurs. Ouais, on est à peu près 100. Mais tu vois, à l'époque, on est 18, j'ai pas de trésor, je
je sais pas quoi faire, quoi. Donc c'était très très dur. Et je crois que c'est en mai où on peut commencer la livraison. Et donc du coup, le ramen, c'est pas du tout un plat qui est fait pour la livraison à l'origine. Donc je teste 50 contenants, tu vois, 50 manières différentes de... et jusqu'à présent, quand je donne à un livreur le paquet, je lui dis, il y a une soupe dedans, faites bien attention de ne pas trop la renverser, etc. S'il vous plaît, merci, bonne journée. Et du moment où le Covid, où on a commencé à pouvoir faire de la livraison, jusqu'à 187 jours après, donc j'arrivais au restaurant à 5h du matin, je partais du restaurant à minuit. J'ai fait 187 jours, 100 jours off, 5h, minuit. De ce que je faisais, c'est que donc, je m'occupais des bouillons le matin, parce que moi je reçois mes ingrédients tous les matins. T'as dit quoi, les bouillons? Les bouillons. Ah, les bouillons. Donc tous les matins, je reçois tous mes ingrédients. Tous les matins, produits frais, etc. Je commence à faire mes bouillons, tu prépares tout, etc. Tu fais le service du midi. Après, à la fin du service, j'avais appelé la veille des influenceurs, parce que je disais, d'habitude, comme un ramen, c'est assez joli, les gens prennent des photos, etc. Là, ils vont pas prendre une photo d'un carton, tu vois, c'est moche. Donc, et comment on fait pour que les gens me connaissent? Donc après, j'allais avec mon scooter, je livrais 2 influenceurs, je rentrais, je préparais le service du soir, je faisais le service du soir, et je repartais, et je livrais 2 influenceurs. Donc j'ai livré 4 influenceurs comme ça tous les jours pendant 187 jours. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a gardé dans cette énergie? Alors en tant qu'entrepreneur, je sais par quoi on passe, mais je veux dire, c'est très rude. Tu te rends compte, tu fais des journées de 18 heures, 7 sur 7, etc. Qu'est-ce qui t'animait en fait? C'était quoi le vibrato dans tes tripes? Tu sais que je me suis pas posé la question jusqu'à présent. Je pense que quand tu es dos au mur, parce qu'il ne faut pas se mentir, j'avais pas de trésor, donc tu n'as pas le choix en fait, tu es obligé de réussir. Donc quand tu es dos au mur, ça doit aider. Quand tu te dis que quand même, il y a des gens qui aiment bien ce que tu fais. Le Covid, on l'a tous, enfin personne, t'es pas responsable du Covid, moi non plus, tu vois, on l'a subi. Donc il y a quelque chose qui n'est pas de notre fait, il faut s'en sortir, tu vois. On n'est pas responsable de ça, mais il faut s'en sortir. Et donc du coup, il y a des gens qui aiment bien ce que tu fais. T'as pas le choix, t'es obligé de réussir, parce que sinon tu fais quoi? Tu crèves, tu vois. Enfin en tout cas, t'as une vie qui n'est pas du tout celle que tu souhaitais. Et tu sais que tu dois tenir. Et donc tu fais tout pour tenir. Tu fais tout pour que quand ça rouvre, tu puisses retrouver tes clients, redonner un peu de plaisir aux gens, etc. Sachant que tu étais seul associé, tu n'avais donc pas d'associé. Tu es toujours seul associé? Oui. Ok. Tu étais marié à l'époque, parce que tu es marié. Est-ce que tu étais marié à l'époque ou en couple? Non, j'étais en couple à l'époque. Je ne suis plus en couple avec la même personne, je suis marié et depuis j'ai eu un enfant. Et c'est la personne avec qui tu étais t'a soutenu dans ce moment-là, parce que c'est un tel sacrifice, là je parle vraiment du couple, pour le couple, parce qu'elle te voit pas, et puis quand tu rentres, tu dois être un tout petit peu fatigué, donc... Alors, évidemment, c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui m'a soutenu, mais évidemment, sans le dire, ça a quand même pas contribué au fait, qu'on soit plus ensemble. Je me souviens, pour te dire, c'est quand même marrant, mais comme quoi, tu vois... Enfin, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance aussi dans mes rencontres, parce que cette personne est exceptionnelle, est exceptionnelle. Le premier jour où, enfin, je peux prendre une demi-journée, c'était premier jour, c'était un dimanche, où je me dis, allez, je prends ma demi-journée, ça fait 187 jours maintenant, ça suffit. Et donc, du coup, je décide d'aller avec ma compagne au restaurant. Et là, elle te plaque. Pas du tout. Et on m'appelle, et on me dit, il manque tel truc. Et donc, du coup, bon, t'as pas le choix, parce que t'as des clients, etc., il faut quand même qu'ils puissent manger, tu vois, il faut qu'ils puissent... Donc, j'avais mis une belle chemise blanche, je me souviens très bien, et c'est marrant. Donc je vais dans la cuisine au sous-sol de Neko Ramen, j'enlève ma chemise, donc je me retrouve torse nu dans ma cuisine, avec un couteau comme ça. À l'ancienne. À l'ancienne, parce qu'il fallait couper des tranches de porc pour pouvoir ensuite les faire mariner, pour pouvoir ensuite ceci et cela. Et elle arrive, et elle voit son mec. Torse-poil avec un couteau en train de découper de la viande. Ben, elle a bien aimé, tu vois. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que malgré ça, malgré le fait que enfin, on pouvait passer un peu de temps ensemble et en fin de compte, non, c'est pas possible, le boulot te reprend. C'est pas pour ça, ni qu'elle m'a jeté, ni quoi que ce soit. Elle m'a même dit, écoute, franchement, il y avait un petit côté sexy dans ce truc-là, c'était cool. Donc, j'ai eu beaucoup de chance aussi dans mes histoires d'amour. Tu as des gérants maintenant qui gèrent chacun de tes établissements? Très bonne question. Je suis encore trop impliqué, donc du coup, j'ai des responsables de cuisine et de salle dans chaque restaurant. Et au-dessus de ça, j'ai 2 personnes exceptionnelles qui chapeautent un peu tout ça. Des superviseurs, des superviseurs. Ouais. J'ai une responsable de salle et une responsable de cuisine.
Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui a très très bien réussi, qui a vendu sa boîte, et un ami depuis que j'ai 20 ans. Et ça faisait des années qu'il me disait, écoute Cédric, tu commences un peu à grossir, tu vas avoir besoin d'aide au niveau administratif et financier. Et moi je dis, non, t'en fais pas de soucis, etc. Et en fin de compte, à un moment, il est venu il y a 2 ans, et ça va beaucoup mieux. Moi, je peux m'occuper de beaucoup. Donc déjà, il s'occupe de l'administratif et du financier beaucoup mieux que moi. Et en plus, ça me permet de me focaliser sur d'autres choses. Donc la manière dont c'est organisé, c'est, il y a moi, après il y a une responsable de cuisine, une responsable de salle, un DAF, et puis après il y a... Le staff. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es Tu vas toujours dans le même restaurant, tu tournes, j'imagine. Ouais. Tu fais quoi? Tu fais du RP, tu vas saluer les clients, ou tu es en cuisine à découper du cochon torse-poil? Alors, découper du cochon torse-poil, c'est fini, pour l'instant, on sait jamais. Mais non, moi le rêve quand j'étais gamin, c'était de faire les ramen. Mais en fait, quand tu fais des ramen, tu mets les nouilles dans de l'eau pour qu'elles bouent, et après tu dois vraiment secouer tes tembo, donc tes espèces de petites passoires, pour qu'il y ait vraiment plus d'eau, pour pas que ça se mélange avec le bouillon. Parce que tu as passé un temps fou à faire ce bouillon, tu veux pas qu'il y ait de l'eau qui le mélange, qui le dilue. Et en fait, moi, mon rêve depuis que je suis gamin, c'est juste de secouer mes petites passoires. Donc quand je suis en cuisine, en fait, tous les jours, je choisis un restaurant où je veux aller, et je fais le service du midi. Je fais plus le service du soir depuis que j'ai mon gamin. Ok. Et après, évidemment, tu as plein de choses, des nouvelles recettes, motiver les équipes, former les équipes, etc. Je me suis renseigné, j'espère ne pas m'être trompé. Neko, ça veut dire chat, c'est ça? Pourquoi tu as choisi Bon, déjà, j'avais 4 chats, donc ça aide un peu. Au maximum, j'en ai 8. Donc là, Pas mal. c'était un peu too much, je pense. Mais je cherchais quelque chose qui est un nom où il y ait ramen. Comme ça, au moins, les gens savent de quoi on parle, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et je voulais un truc court, un nom court, dont on se souvient un peu facilement et un peu mignon. Et les chats... un peu kawaii, quoi. Exactement. Les chats kawaii au Japon, il y en a quand même beaucoup. J'avais 4 chats. Voilà, Neko Ramen. Et je suis très content. Non, c'est un bon choix. Et pour te dire, il y a beaucoup de gens de mon entourage qui m'ont dit « Mais jamais il faut faire ça, parce que les gens vont penser que tu sers du chat. » Non mais il y a plein de gens, hein. C'est drôle parce que si tu écoutes les gens de ton entourage, de toute façon, dans tout ce qu'on entreprend, ils vont te dire ne fais pas ci, fais pas ça, ne le fais pas, ça marchera pas. Ouais, tu t'imagines devenir Par cuistot, définition, tu as fait une école de commerce entre guillemets prestigieuse, tu termines cuistot, évidemment, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'est-ce que tu fais. Tu prends toujours autant de plaisir? Oui. Et c'est marrant parce que j'avais pas du tout compris. Donc moi, mon plaisir, c'est compris, hein, c'était de faire vraiment des ramen en secouant c'était le mot là. Et j'avais pas du tout compris que, en fait, donc moi, mon plaisir, je pense que c'est donner un peu de bonheur aux gens. Et donc, je pensais donner du plaisir ou du bonheur aux clients, c'était déjà quelque chose d'énorme. Mais il y a aussi le plaisir de travailler et de rendre un peu de bonheur aux équipes. Et j'avais pas du tout compris ça. Parce qu'on va pas se mentir, dans la restauration à Paris, la plupart du temps, c'est compliqué. Pour eux, c'est très compliqué, ils sont pas bien payés, parfois, enfin, il y a des pratiques qui sont vraiment pas bien. Et donc, du coup, de faire en sorte qu'on soit dans un environnement très sain et très respectueux. Et donc, du coup, moi, j'ai des gens qui sont là depuis le début. Hein. La plupart des gens sont là depuis le début. Donc, c'est ça aussi, ça donne beaucoup de... Et pourquoi, selon toi, ils sont encore là? Tu les payes mieux qu'ailleurs ou tu les payes au... Alors, ils sont mieux payés qu'ailleurs, mais c'est surtout parce que, en fait, ils sont bien payés, on leur gueule jamais dessus. Et Même en japonais? Même en japonais. Et ils ont des perspectives d'avenir, donc du coup, parce que tu vois, on grossit. Mais pour te dire à quel point on leur gueule jamais dessus, donc au tout début, moi je voulais être cuisinier, donc du coup j'avais pris un responsable de salle. Responsable de salle qui certainement avait des habitudes, on va dire, dans la restauration normale à Paris, et gueulait sur tout le monde. Et au bout de 2 mois, j'ai bien. Ouais. Oui, parce il a été formé à cette école-là, donc il se dit que c'est comme ça qu'il faut faire, mais ça ne correspondait pas à toi. Je pense. Et d'ailleurs, les seules personnes que j'ai virées, c'était les gens qui gueulaient, en fait. J'avais 2 personnes, une en salle et une en cuisine, au tout début, qui étaient extrêmement compétentes, mais qui gueulaient sur les autres pour une raison qui m'échappe. Ils sont restés 2 mois et 3 mois. Enfin, voilà. Tu fais le tour d'étape pour demander aux clients si ça leur plaît, etc. Est-ce qu'on t'a déjà dit c'est pas bon ou c'est... Comment tu réagis? Alors au début, tout début, c'était, il y avait plein de gens qui venaient et c'est « il n'est pas japonais, c'est dégueulasse ». Donc ça, c'est la base. Et c'est pour ça qu'en fait, sur le menu, j'ai mis un petit truc en dernière de coupe, je crois qu'on appelle ça, enfin sur la quatrième de couverture,
en expliquant un peu mon histoire, comme quoi j'étais passionné par le Japon, etc. Et en fait, ça m'a servi, parce que maintenant, les gens me disent « Ah, c'est vous, Cédric », etc. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand les gens disent que c'est dégueulasse, je dis « Je suis vraiment désolé, nous, on essaie de faire notre mieux. Si vous n'aimez pas, c'est tout à fait normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je vous en prie, choisissez un autre plat et je vous l'offre. Ou je vous offre celui que vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de problème. » Tu as eu Parce qu'on a entendu parler de ça, des gens qui te disent si vous m'offrez pas le café ou je sais pas quoi, je vous mets une mauvaise note sur Google. Alors, j'ai pas eu ça. Tu as entendu parler de ces histoires de clients qui sont profondément malveillants et qui disent en gros si tu m'offres pas le repas ou si tu m'offres pas les cafés ou je sais pas quoi, je te mets une mauvaise note. Ouais. Alors, Espèce de chantage aux commentaires, quoi. Ouais, c'est possible. Alors, j'ai entendu des rumeurs comme ça, j'en ai eu aucun dans aucun de mes restaurants. Il faut dire que mes restaurants sont vraiment pas chers. Donc, du coup, te ferais offrir d'habitude, c'est pas des gens... c'est des gens gentils. Franchement, il est arrivé... On m'a traité de connard sur Google, c'est comme ça. Et je pense que c'était justifié. On était au début, on était un peu débordé par le succès, on n'a pas pu bien gérer, etc. Donc, on m'a traité de sale con. T'as répondu? Ah mais non seulement j'ai Il faut répondu. répondre. Toujours bienveillamment, Non mais il faut répondre. Attends Karl, j'ai répondu et maintenant le gars vient 3 fois par semaine. Génial. Non mais parce qu'il avait raison. À un moment, et il est arrivé, si tu veux, c'était une table où il y avait, je crois, tu vois, c'était il y a 5 ans, je m'en souviens encore. Il y avait 2 de ses collègues qui ont commandé. Lui est arrivé genre une demi-heure plus tard et donc du coup on était un peu en plein dans le rush, etc. Donc ses collègues, je crois qu'ils avaient déjà terminé de manger. Lui, il devait arriver à avoir un plat, tu vois, très très vite, et on n'a pas pu lui servir son plat très très vite. Évidemment, connard, c'est un peu exagéré, ou gros con, c'est un peu exagéré. Mais néanmoins, je lui ai dit, voilà, je suis vraiment désolé, évidemment, on lui a offert, etc. Et depuis, il est revenu plein de fois. Tout s'est bien passé parce que nous aussi, on a été meilleurs. Et maintenant, à chaque fois qu'on se voit, c'est comment allez-vous, monsieur, ça fait plaisir de vous voir, etc. Et il vient 3 fois par semaine. Et c'est normal. Il y a peu de gens qui s'énervent sans raison. Et en plus, fondamentalement, le boulot d'un restaurateur, ou de plein de gens, et pas que dans la restauration, c'est quand même d'apporter un peu de bonheur aux gens. Si pour une raison ou pour une autre, quelqu'un ne passe pas un bon moment, eh ben il a raison en fait. Ouais, et puis je pense qu'une grande partie de tes clients viennent parce qu'ils veulent manger ce ramen chez toi. Donc en fait, quelque part, ils savent ce qu'ils vont manger, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient déçus. Donc ils n'arrivent pas là par hasard. Alors, ils ont peut-être trouvé ça sur les réseaux, etc. Mais tu as aussi une forme de fidélité dans ces consommateurs qui apprécient ce type de cuisine, etc. Et c'est très juste ce que tu dis. Et en fait, ce qui est bien, c'est que la note va en s'améliorant. C'est-à-dire que, comme mes ramen sont beaucoup plus légers ou gastronomiques, si tu veux, que d'autres, ils sont un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de prendre. Donc au début, il y avait beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas à ça et donc du coup qui étaient un peu déçus et qui disaient il n'y a pas suffisamment de goût, il n'y a pas suffisamment de gras, il n'y a pas suffisamment de ceci. Donc j'avais beaucoup de 5 étoiles et beaucoup de 1 étoile. Et là maintenant, étant donné que les gens viennent et savent à peu près que c'est un ramen qui est différent des autres, on a de plus en plus de 5 étoiles, donc la note s'améliore. T'es sur quoi? Tu parles de Google là ou de... Oui, tout à fait, il n'y a que Google. T'as combien d'avis? Bonne question. 8000, je crois, un truc comme ça. Ah, t'as 8000 avis? Ouais, 8000 sur un, 4000 sur l'autre, et le troisième, il vient de d'ouvrir. Et note moyenne, c'est 4,7. C'est nickel, c'est nickel. Paradoxalement, il ne faut pas être à 5 parce que c'est louche. Mais je pense qu'il n'y a pas de resto qui ont 8000 avis qui sont à 5. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, 8000 avis à 4007, ça devient une vraie mesure, si tu veux. C'est une vraie statistique, si tu veux. Bon, donc tu disais petit resto de quartier, je te dis, c'est quand même une très très belle réussite. Enfin, vraiment, c'est merveilleux parce que tu fais ça avec passion. On sent que tu es habité par ça. D'ailleurs, tu es encore en cuisine, mais pas simplement pour gérer un rush parce qu'en fait, tu kiffes de vibrer là-dedans. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi les objectifs? Alors, à nouveau, excellente question. Moi, ce que j'espère... Quel est ton projet, comme disait Emmanuel? Ah oui. Alors, ce que j'espère, mais sachant que c'est bien d'avoir un plan, mais on sait qu'on ne pourra jamais vraiment le faire complètement. Donc, en tout cas, il faut s'adapter. J'adorerais avoir 7, 8, 10 restaurants à Paris. Et tu feras plus le même métier? C'est possible. Mais de manière, déjà, je fais plus le même métier. Déjà. Tu vois, je suis beaucoup moins dans l'opérationnel. Enfin, en tout cas, naturel. Enfin, je peux plus être autant dans l'opérationnel qu'avant. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est pouvoir aller ouvrir dans d'autres restaurants et dans d'autres villes que j'aime. Donc, j'adorerais ouvrir des restaurants à Tokyo, parce que bizarrement, je pense qu'il y a beaucoup de place aussi à Tokyo pour faire de très bons ramen. J'adorerais ouvrir, même s'il y en a beaucoup, j'adorerais ouvrir à Londres et j'adorerais ouvrir à New York. Et après, on verra bien, parce que comme tu l'as dit, j'ai 50 ans, donc à un moment, il ne peut plus... Voilà. Mais si je pouvais ouvrir dans 4-5 villes, grosses villes que j'aime, ça me ferait très plaisir. Oui, tu fais pas Bordeaux, Lyon, toi tu fais Tokyo, Londres, New York. Oui, c'est plus simple en même temps logistiquement.
Oui, alors du coup, oui, je comprends l'ironie. Mais le truc, c'est que je vais aller vivre là-bas. Donc quand je vais aller ouvrir à Londres, par exemple, je vais aller vivre là-bas. Moi, ce que je voulais, c'était faire Paris, Tokyo, New York. Point. Parce que c'est New York, je crois que tu as vécu à New York. Ouais, 3 ans. Moi, j'ai vécu là-bas, c'est une ville que j'adore, c'est une ville que je connais bien. La restauration, il faut bien connaître le lieu, hein, parce qu'à 50 mètres près, tu peux te tromper ou pas. C'est sur des marchés qui sont très compétitifs en termes de food, il faut bien connaître. Puis c'est très différent de la France, j'imagine. Hein, donc. Et c'est l'ami qu'on a en commun qui m'a dit, écoute, très bien, mais quand même, ce serait bien qu'au lieu de faire Paris-Tokyo, tu as 13 heures de vol, etc. Essaye de faire Paris-Londres avant, c'est 2 villes qui sont un peu similaires, tu as 2 heures de trajet, c'est quand même plus facile de s'internationaliser une première fois à Londres. Je suis allé à Londres plein de fois depuis, je ne te cache pas que je trouve qu'il n'y a pas de très bons ramen à Londres, il y en a 1 ou 2 qui sont pas mal, mais il n'y a pas beaucoup de très bons ramen. J'adorerais ouvrir de très bons ramen là-bas. L'Angleterre et Londres en particulier a eu pendant très longtemps une très mauvaise réputation sur la bouffe. Maintenant, c'est une ville où tu mangeais hyper bien. Enfin, depuis 20 ans, tu manges très bien. Quand j'étais gamin, on mangeait terriblement mal à Londres. Exactement. Mais là, vraiment, c'est impressionnant. Oh là là, à chaque fois que j'y vais, je suis impressionné, je me prends des claques, sauf pour les ramen. Et tu envisages de faire rentrer des investisseurs à un moment donné ou... À nouveau, on ne sait jamais, mais pour l'instant, non. C'est-à-dire que c'est pas par souhait. En fait, moi, j'aime bien ma petite liberté un peu pépère. Donc, je ne sais pas si ça changerait quelque chose s'il y avait 20% en moins, tu vois. Mais 20%, tu as encore les pleins pouvoirs, donc ça. Bien sûr, mais tu as... comment dire ? Si tu fais rentrer des gens, c'est parce que tu leur as parlé d'un projet. Ils ne rentrent pas comme ça. Et donc, du coup, ce projet, il t'impose des choses. Si, je ne sais pas, je leur ai dit que... si j'ai fait rentrer des gens et que je leur ai dit maintenant, il va y avoir 5 ouvertures d'ici 10 ans, dont ici, 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 et que ça ne se fait pas, je me sentirais très très mal. Donc, à voir. Mais en tout cas, je préfère grandir lentement, avec un peu plus de liberté, que grandir très vite et décevoir des gens. Tu sais, as des très grands chefs, je pense à Yannick Aleno, je pense à Gagnère, Ducasse, qui ont... Non, mais en fait, c'est surtout que maintenant, les mecs, c'est un empire. Mais surtout, ils ont changé de métier, mais c'est devenu aussi une enseigne, c'est devenu une marque, finalement. Est-ce que tu ambitionnes de faire de Neko Ramen une marque où on pourrait en avoir 100 dans le monde, à Dubaï, à Las Vegas, avec le même niveau de qualité, j'insiste bien, parce que ces chefs que j'ai cités veillent à ce que dans l'assiette, la promesse soit remplie, quelque part. Donc ça, c'est aussi ce qui fait la force de leur marque. Mais est-ce que tu as cette idée ou a priori non ? Là, tu me parles que des gens qui me font rêver. Hein. Donc surtout Ducasse, moi, je trouve que c'est quelqu'un d'exceptionnel, comme il n'y en a pas beaucoup par siècle. Bon. Mais je ne m'imagine pas faire des centaines de... Chapeau à Bocuse, je pensais à petite parenthèse à Bocuse qui est parti il n'y a pas longtemps. Évidemment. Donc je ne m'imagine pas faire des centaines de restaurants étalés dans le monde entier, parce que moi j'aime bien ouvrir des restaurants. C'est-à-dire que si je dois ouvrir, je ne sais pas, à Dubaï, à San Francisco et à Helsinki, il y a peu de chances pour que je sois à l'ouverture des restaurants. Et moi ce que j'aime bien, c'est passer du temps avant l'ouverture, après l'ouverture, de voir les clients. Pendant Neko Ramen Green, pendant 3 mois, j'étais à l'ouverture, mais ce que j'étais devant, à accueillir les clients. Physiquement à l'ouverture, tu étais physiquement présent. Oui, je faisais l'accueil. Et à partir du moment où il y avait un peu de monde en salle, dans le restaurant, j'allais en cuisine. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Donc, si c'est pour avoir plein de restaurants, mais de ne pas profiter d'avoir de nouveaux clients, de voir de nouvelles têtes, de nouvelles gens, de nouvelles personnes qui t'apportent un peu de bonheur, je ne sais pas, ça pourrait beaucoup me plaire. Tu m'as raconté donc, les difficultés que beaucoup d'entrepreneurs connaissent au début, c'est-à-dire que tu cours partout, tu as tout fait, tu étais au four et au moulin, au sens propre et figuré, à les livrer toi-même, etc. Bon, ça, c'est le quotidien de beaucoup d'entrepreneurs. Après, bon, ça a démarré. Aujourd'hui, là, en 2025, quels sont les challenges ou les difficultés que tu rencontres ? Alors même que c'est une entreprise qui fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est quoi les difficultés que tu rencontres ? Je pense que la difficulté principale, c'est ma vie perso. J'ai un enfant, j'ai envie d'en profiter. Donc tu as un enfant de 18 mois, un deuxième qui arrive dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Ouais. Et une femme que j'aime, j'ai envie d'en profiter. Et donc du coup, là, je ne fais plus le service du soir. Déjà, la première chose, c'est qu'en termes d'opérationnel, je ne fais plus le service du soir. C'est pas la même chose. Il y a quelqu'un, et c'est comme ça.
il y a un client qui vient, il n'y a pas le patron qui vient lui voir en lui disant comment ça va, ça fait plaisir de vous voir, etc. C'est pas la même chose que si tu as le responsable de restaurant qui fait la même chose. Donc ce sera toujours un peu moins bien, c'est comme ça. La nourriture sera aussi bonne, l'accueil sera aussi bon, mais il y a ce petit truc en plus qui te manque. C'est comme ça. Et ça, du coup, il faut l'accepter. C'est un compromis plus qu'une difficulté, on va dire, parce que ça n'enlève pas la satisfaction du client. Mais tu as une empreinte très forte, manifestement, dans tes restaurants, et donc ta présence, elle incarne, au-delà du plat, elle incarne l'identité aussi du restaurant. Donc. Et c'est comme ça. Et il faut l'accepter, parce que de toute manière, à partir du moment où tu n'as pas un restaurant dans lequel tu es midi et soir, tu es bien obligé d'avoir des moments où les clients ne te voient pas. C'est comme ça. Bon. Et tu pourrais aussi, un samedi soir, samedi soir, c'est un gros soir ? Ouais. Bon, samedi soir, les enfants sont petits, tu les couches, prends un coup de scooter, juste faire un petit tour de salle, qui voient comme le font les chefs, tu sais, après ils vont saluer autour des tables, et tu rentres chez toi. Mais ça m'arrive. J'imagine. Donc tu peux trouver ce compromis aussi. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. C'est le temps, tu vois, tu passes... il y avait des moments où, pendant le Covid, je faisais 120 heures par semaine. C'est impossible maintenant pour moi de faire 120 heures par semaine, et j'accepte. Si je dois en faire 70, c'est déjà pas mal. Et c'est comme ça. Donc il y a le temps qui fait en sorte que je ne peux pas me développer autant. La deuxième chose, c'est comme tu l'as dit, il y a quelque chose de très charnel, il y a très personnel. Tu vois, j'ai cassé les murs de tous les restaurants. Tous les restaurants, ils étaient en ruine. J'ai cassé les murs, j'ai fait la déco. Je continue à faire les tables sur lesquelles les gens mangent. Tu vois, à les visser, etc. Et donc, du coup, c'est un peu difficile. Tu n'es pas du tout obligé de le faire, mais c'est parce que ça te donne du sens à ce que tu aimes. Oui, tout à fait. Tu n'étais plus obligé de le faire aujourd'hui. Tu aurais les moyens de payer quelqu'un. Je veux dire, tu aimes le faire. Tu aimes avoir les mains dedans, quoi. Et je pense que pour pouvoir donner une âme à un lieu, il faut y donner un peu de son âme. Entièrement d'accord. Il faut passer du temps. Et donc, du coup, ça, je le fais. Et comme je l'ai fait, c'est un peu difficile de couper le cordon. De couper le cordon et de donner les rênes. Et c'est comme ça. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que j'ai pris des gens que j'adore. J'adore mon équipe, mais c'est des gens qui, la plupart du temps, n'avaient aucune expérience dans la restauration. Et donc, l'avantage, c'est que... Ils crient pas. Non. Oui, si tu veux. On disait... Bien vu, très bien vu. Non, l'énorme avantage, c'est que on a pu se créer notre culture à nous autour de Neko Ramen. Tu verras chez Neko Ramen, tu seras toujours accueilli avec le sourire. Il y aura toujours quelqu'un qui va passer 3 fois pour te dire est-ce que tout se passe bien. S'il y a le moindre problème, on essaie de faire en sorte que... Et ça, c'est une culture de boîte que tu dois créer. Et si tu la crées à partir de rien, tu vois, si tu la crées à partir de rien, c'est plus facile. Mais comme c'est des gens qui n'avaient pas d'expérience dans la restauration, c'est des gens qui ont plus de difficultés avec des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'opérationnel. Donc quand tu dois faire des plannings, quand tu dois gérer du RH, quand tu as ceci, quand tu as cela, c'est un peu plus compliqué. Ça me va, il n'y a pas de souci. Mais donc du coup, il faut que je forme un peu plus, il faut avoir un peu plus de personnes en support, tu vois, en RH, en administratif, en ceci, en cela. Tu te considères comme un homme épanoui professionnellement? Tu fais ce que tu aimes? Est-ce que tu es heureux de ce que tu fais profondément? Alors, je suis extrêmement heureux de ce que je fais. Je pense que le mieux est à venir. C'est-à-dire que je pense que là, si je me débrouille bien, si j'arrive à faire en sorte que les gens autour de moi, si j'arrive à les faire progresser, à les faire apprécier encore plus, à leur donner plus de responsabilités, etc., moi-même, je pourrais me focaliser plus sur ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire accueillir les clients, faire de nouvelles recettes, développer une idée. Et donc, comme je pense quand même qu'il y a des chances pour qu'on y arrive, je pense que le mieux est devant moi. S'il y avait des choses si tu pouvais le refaire, est-ce que tu ferais des choses différemment? Ah oui, ouais. Je pense que j'ai été un peu victime du trop grand nombre de clients, du succès. C'est un peu facile de dire victime de son succès, mais... Ah non, parce que c'est une bonne façon de se planter quand tu es dépassé finalement. Ouais. En fait, pour plein de choses qui pour moi n'étaient pas importantes, qui pour moi n'étaient pas primordiales, du type légal ou comptable, c'était pas important. Pour moi, c'est OK, qu'est-ce qui est important? Se faire en sorte que ce soit le meilleur plat possible, avec le meilleur service possible, au meilleur prix possible. Tout le reste, c'est accessoire. Et en fait, c'est ça qu'il fallait faire, mais il fallait en plus, dès le départ, prendre quelqu'un comme l'ami dont je t'ai parlé, qui lui est derrière et met les choses au carré pour les choses pour lesquelles je n'ai pas ni d'appétence ni de compétence. C'est intéressant ce que tu dis, mais on parle d'un time frame, enfin d'une échelle de temps de 2-3 ans. Donc en fait, je t'ai posé la question de si tu devais refaire quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Tu me dis, j'aurais pris ce mec-là plus tôt. D'abord, tu l'as fait. Donc finalement, on apprend
en se trompant et on apprend en marchant. Donc tu as réagi et tu as rebondi et tu as pris la bonne décision. Mais finalement, ça ne t'a pas empêché non plus de réussir. L'ascension aura été peut-être plus rapide, la structuration aura été peut-être plus optimisée au départ. Mais ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que finalement, tu n'as pas attendu 15 ans pour le faire. Tu t'es aussi rendu compte, tu as écouté ce qu'il t'a dit. Tu t'es dit, attends, il a peut-être raison. Ça t'a vachement déchargé au-delà des compétences qu'il doit t'apporter, etc. Donc entreprendre, c'est aussi en permanence arbitrer sur des décisions, prendre une décision qui peut être une bonne ou une mauvaise. Et quand elle est bonne, c'est ça aussi, c'est de se dire, j'ai eu cet instinct de me dire, je fais ce choix-là, qui peut être un coup à un moment donné, etc. Oui, non, tu as entièrement raison. C'est la seule chose, si tu veux. J'aurais pu faire beaucoup de choses, beaucoup mieux, etc. Mais ça, tu vois, avoir en fait... Et surtout, il y a aussi autre chose. C'est l'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose d'un peu solitaire. Parce que quand tu es employé, tu peux sortir avec... En tout cas, au Japon, c'est comme ça que ça se passait. Tu sortais avec tes collègues de travail, tu allais prendre un coup après, tu t'amusais. Quand tu es le boss, entre guillemets, quand tu es le patron, quand tu es l'employeur, c'est pas trop possible de faire ça. Et là, en l'occurrence, le fait de travailler, parce que c'est plus... c'est un employé, mais c'est plus quelqu'un avec qui je travaille, et avec qui j'aime beaucoup travailler. Travailler avec des gens que tu aimes et qui se permettent de temps en temps de te dire t'as complètement faux, t'as complètement tort, et quelqu'un qui t'est proche, je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très important. Si j'avais pu le faire, et d'ailleurs, je pense que dans le futur, je vais prendre des gens que je connais depuis plus longtemps et qui me sont proches, parce que l'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose de très solitaire. Et donc, du coup, si tu t'entoures de gens que tu aimes, que tu connais bien et qui peuvent te remettre à ta place de temps en temps, c'est très bien. La solitude de l'entrepreneuriat, c'est un grand classique. C'est pour ça que je te demandais si tu étais seul ou associé. Et c'est vrai que quand tu es associé avec la bonne personne ou avec les bonnes personnes, tu as un miroir qui est très constructif, qui est très nourrissant. Entièrement. Mais tu vas le chercher d'une autre manière, c'est avec ta garde rapprochée, des gens de confiance. Tu as l'intelligence d'écouter ce qu'ils vont te dire, tu sais que c'est bienveillant, c'est souvent pertinent et tu vas être capable de mettre ça dans ta moulinette. Donc ça t'aide aussi à te construire. C'est très dur d'être tout seul. Attends, est-ce que je devrais aller là? Est-ce que je devrais aller là? La raison pour laquelle tu peux avoir du succès ou non, c'est ton individualité. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, s'il y a un succès qui est là, c'est parce que tu as compris ou parce que tu as ressenti quelque chose d'une manière qui t'est propre. Et d'ailleurs, c'est un peu obligatoire parce que tu ne peux pas passer 120 heures par semaine à travailler sur un truc si tu n'y crois pas à fond, si tu n'aimes pas obsédé par ça. Donc du coup, tu es obligé d'être obsédé, tu es obligé d'avoir cette singularité. Et donc du coup, comme à chaque fois que tu es très singulier ou tu es très singulier dans un domaine, c'est ça qui t'a amené un peu de succès. Et donc quand quelqu'un te dit « Ouais, mais est-ce que tu… » Évidemment, tu vas lui dire « Écoute, tu vois, naturellement, tu vas dire « Bah non, regarde, moi j'ai un peu de succès grâce à ça. » J'ai raison. Alors qu'en fait, très souvent, tu peux avoir raison pour le core business, mais pour tout ce qui est autour, peut-être pas, tu vois. Donc c'est très difficile d'écouter les gens parce que ce qui a fait ton succès, c'est ta singularité. Tout en sachant que maintenant, tu as l'intelligence de les écouter puis d'arbitrer sur ce qu'ils disent. Parce que je me suis fait des grosses claques et donc du coup... C'est comme ça qu'on apprend. Cédric, Selma t'a demandé d'apporter un objet symbolique qui t'est cher, auquel tu tiens. Donc je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'il est dans ton sac qui est là. Je t'invite à me le montrer. Tu vas m'expliquer pourquoi. Alors, c'est quelque chose de très simple. C'est une petite cuillère en bois. C'est pas n'importe laquelle. C'est celle avec laquelle on... Ah oui, non mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'à Yokohama, qui est une ville à côté de Tokyo, il y a le musée du ramen. Il y a un musée qui n'est que sur les ramen. Et en fait, il y a des restaurants de ramen. Donc tu descends. Donc d'abord, tu as toutes les explications des ramen dans un musée. Et puis après, tu descends dans une grande salle en sous-sol où tu as plein de petites échoppes de ramen qui sont censées être parmi les meilleurs ramen du Japon, qui font un petit stand. Et ça, c'est la cuillère avec laquelle tu manges dans chacun de ces stands. Et évidemment, c'est la cuillère avec laquelle tu manges chez Neko Ramen. Voilà, c'est-à-dire que ça... Mais elle vient du Japon ou Alors celle-là, elle vient du Japon directement, ouais. Ils ont tellement le sens de l'esthétique, les Japonais, c'est incroyable. Et tu vois, évidemment, c'est fait pour... Si tu as un bol qui est comme ça... Poser le bol. Exactement. Et poser le bol. Donc ça, c'est la cuillère du musée du ramen à Yokohama, qui est la cuillère de tous les Neko Ramen. Mais elle vient du musée de Yokohama ou elle vient du musée de Yokohama? Elle vient du musée, mais elle est aussi dans les Neko Ramen. Alors, je trouve que je vais au Japon en octobre avec mes enfants, là, avec ma femme et mes enfants. Eh ben attends, moi aussi. C'est à quelle date? Pendant les vacances. Et je sais pas ce que c'est que les vacances. J'ai mes enfants, ils ont 18 ans. Oui, puis on n'est pas dans la même... on est zone A, zone B. Je te donnerai mes dates. Je les ai pas en tête. Mais alors bon, si on y va en même... Ce que je voulais te dire, c'est que je me faisais une promesse de t'en ramener une de Yokohama.
je vais aller en chercher une au musée du ramen. Pour la symbolique, je trouve ça... C'est phénoménal. Le musée du ramen, c'est phénoménal. Vraiment. Même si on n'est pas passionné. Je m'engage à te ramener une cuillère symboliquement, je trouve ça super. Il y a un autre moment dans le moment qu'on passe ensemble, c'est que je vais t'inviter à te lever, à aller dans la bibliothèque et à choisir un livre. Attends, juste une seconde. Je vais essayer de deviner le livre que tu vas prendre. Donc je l'ai en tête, d'accord? Je te dirai la vérité, évidemment, si c'est celui-là ou pas. Donc je t'invite à regarder les bouquins. L'idée, c'est de prendre un bouquin qui t'inspire, qui t'attire, que tu avais envie de lire, peu importe. Tu prends ton temps et tu choisis le livre qui te plaît. Tu sais que c'est terrible parce qu'avant, je lisais, je pense, un livre par semaine. Et depuis que j'ai ouvert Necroramen, j'ai dû lire. Bah oui, t'as plus le temps. Bah ouais, c'est très. Mais il y a 12 heures pour aller au Japon, donc. Oui, t'as raison. T'auras le temps. Tu sais que celui-là, donc Père riche, Père pauvre, la première fois qu'on m'en a parlé, c'était toi. Tu venais de lire le bouquin, tu m'as dit Cédric, il faut absolument que tu lises ce C'est bouquin. un des bouquins que je recommande à tous. Et je l'ai lu depuis. Et. Prends ton temps. Ouf. Bah écoute, je te de faire un peu un télo. Mais je vais prendre Penser avec les Grecs. J'ai fait du grec ancien quand j'étais gamin, parce que le premier... Ah oui, c'est vraiment intellectuel ce choix. Le premier... Viens t'asseoir. Le premier vrai livre que j'ai lu et que j'ai adoré, c'était Les plus belles histoires de la mythologie grecque, qui était un bouquin, plutôt un grand bouquin où il y avait les grandes histoires de la mythologie grecque avec des illustrations incroyables. Et je crois que j'en ai acheté 5 ou 6, enfin je veux dire la même édition, que j'ai chez moi, parce que je me dis, à un moment je vais en perdre, à un moment il y en a un qui va me le casser, etc. Et donc au moins j'en aurai toujours un chez moi. Sachant que c'est hyper compliqué la mythologie, c'est très compliqué. En plus, ils ont un rapport familial un peu particulier quand même. C'est très particulier leur mode de fonctionnement. Alors, c'était pas ça auquel j'avais pensé, mais peu importe. Donc, tu as choisi une revue qui parle donc de mythologie. Donc, tu es plein de mysticisme, mon cher Cédric. Eh bien, c'est possible. Je m'en rends pas compte parce que j'ai l'impression d'être un peu... ma femme m'appelle le robot, mes amis m'appellent la machine, donc j'ai pas l'impression d'être très mystique. Mais en revanche, j'adore qu'on me raconte de belles histoires. J'adore qu'on me raconte des histoires un peu épiques où tu vois, où le destin s'abat sur toi. J'adore ça. Cédric, on arrive à la fin de notre rendez-vous. J'ai passé un excellent moment. J'espère que toi aussi. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Ah mais oui, on a commandé un ramen. On va terminer là-dessus. Cédric, bon, toi tu les connais par cœur. Moi je les avais goûtés aussi. Mais ça représente combien de pourcents d'ailleurs la livraison, enfin sur ton business, c'est combien de pourcents la livraison, combien de pourcents 15-20%, ça dépend des mois. La livraison? Donc c'est quand même beaucoup en physique, j'allais dire. Ah oui, bien sûr, ouais. Alors attends, juste pour conclure. Hop là. Tac. Donc là, ça c'est le curry, j'imagine. Exactement, c'est un karaage curry. Le karaage, ça veut dire poulet frit. On va déguster ça avec les équipes. Le curry, c'est un curry. Donc le curry japonais est beaucoup plus doux. Et pour la blague, j'ai passé des nuits et des nuits et des nuits à travailler sur ce curry. Sur la recette. Ouais. Et là, c'est un shoyu ramen. Alors, j'ai passé encore plus de temps sur shoyu ramen parce que shoyu ramen, chez moi, c'est un ramen aux légumes. Et donc ça, c'est un vegan, c'est ça? Qui est complètement vegan. Et les Japonais, ils ne sont pas du tout dans cette mouvance-là. Et pour moi, pour plein de raisons, je voulais un ramen vegan qui ait vraiment du goût, qui soit vraiment très bon, etc. Et donc, du coup, ça a été très très long à faire. Donc, il y a de la cébette, fleur de lotus peut-être? Ouais, des chips de racines de fleurs de lotus. Champignons? Non, c'est toujours les chips de racines de fleurs de lotus. Okay. Il y a une noix, il y a évidemment les nouilles, il y a... Pousse de bambou. Exactement, il y a même main. Et après, ces nouilles qui sont incroyables. Bah, merci beaucoup, on les fait tous les matins. Et alors là, c'est pas le même bouillon que dans la... Moi, je le prends en miso. Il y a trois bouillons différents, ouais. Et là, maintenant, avec le ramen épicé, on a 4. Et c'est une base de bouillon de légumes ou de poulet ou... J'ai trois bouillons différents. Il faut que tu viennes, hein, parce que j'ai... Je vais venir, évidemment. Donc du coup, j'ai le sous-sol et c'est une machine à faire des bouillons. Et donc du coup, tu as toute une ligne de cuisson avec les bouillons de légumes, qui sont que des bouillons frais, qui sont que des légumes de saison, frais, etc., qu'on reçoit tous les matins. Tu as une ligne de cuisson avec le poulet, qui est bio, fermier et halal. Et après, tu as une ligne de cuisson avec le porc. Et pour pouvoir faire le vrai tonkotsu, donc le vrai ramen au porc comme au Japon, il fallait faire venir une machine que j'ai fait venir il y a 2 ans. Incroyable. Et ils en font 5 par an. Donc au Japon, ils en font 5 par an. Donc tu vois, pour avoir cette machine, c'est une galère. Ça a coûté une fortune. Mais maintenant, j'ai le meilleur tonkotsu que je pouvais imaginer de ma vie. Génial. Bon, je vais venir. Pour la blague, le tonkotsu, donc à l'origine, les ramen, c'est un truc de rue. Donc c'est vendu dans des petits haitai.
c'est, tu sais, une petite charrette en bois. Ouais. Tu as à l'arrière un petit feu, un petit réchaud avec ton bouillon. Et d'habitude, c'était toujours du bouillon de porc. Et il y en a un qui est dans une île au sud du Japon, a oublié d'éteindre le feu. Et donc du coup, la marmite a cuit toute la nuit. Le matin, il s'est réveillé, il y avait un bouillon qui était beaucoup plus épaissi, tu vois. Il a trouvé ça délicieux, c'est devenu le ramen le plus populaire du Japon. Génial. Le concentré, c'est ça. C'est ça le tonkotsu. Donc on va déguster ça avec les équipes avec grande joie. Merci. Moi, je vais venir au restaurant. Avec plaisir. J'aurai le privilège de voir le backstage. Tu vas montrer justement cette cuisson de bouillon. C'était super, Cédric. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karl. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce rendez-vous Vision. J'espère que vous en avez pris autant de plaisir que moi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Vision. Au revoir.